Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel échange. Aujourd'hui, avec une invitée de marque que je suis très content d'avoir sur la chaîne. Donc, c'est Camille ou Chêne. Bienvenue Camille. Hello. Pour nous parler d'un film de saison, un film de Noël un petit peu spécial. Pas exactement le film qu'on verra sur TF1 pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ce film, c'est Black Christmas, un film de 1974 de Bob Clark. Alors, Camille, est-ce que tu veux commencer en nous expliquant un peu pourquoi tu as voulu parler de ce film et de quoi parle le film, tout simplement? OK. Déjà, voilà, je me suis habillée en tenue réglementaire, pour pouvoir l'évoquer. Je l'ai vu, quand est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu le 1er novembre, je pense, au lendemain, d'Halloween et en fait, c'est un film qui se prête totalement à cette période de transition, qui est le mois de novembre. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un film d'horreur, qui se passe durant la période de Noël. Donc ça, c'est voilà, au sortir d'Halloween et juste avant, que commence la période des fêtes, et le fameux calendrier de l'avent, c'est vraiment un film qu'il faut voir et donc je l'ai découvert là, il y a 1 mois et c'est évidemment un film que je conseille énormément, qui m'a beaucoup surprise et donc voilà, je vais, faire un petit synopsis, du film. Donc comme je l'ai dit, il débute durant la période de Noël et alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement quand va, se dérouler le réveillon. En tout cas, c'est, voilà, une période de départ, heu, une période de transition où on voit les gens qui vont prendre, les autocars pour rejoindre leur famille, on voit les gens f c'est une période de préparatifs et donc le film commence au sein d'une sororité, dans une résidence, étudiante qui est tenue par une femme qui héberge, exclusivement des jeunes filles de l'université et donc la plupart d'entre elles vont rejoindre leur famille pendant les fêtes et en parallèle, on découvre que, le logement, recueille de f commence à prendre, l'habitude de recevoir des appels, téléphoniques de la part d'une personne, d'un homme ou de plusieurs personnes, on ne sait pas exactement, totalement dérangées, qui prend ou qui prennent des voix extrêmement bizarres pour dire des obscénités, déblatérer des insultes. Donc c'est vraiment une atmosphère extrêmement pesante qui s'installe au sein de la sororité. Mais ça n'empêche pas la plupart des jeunes filles, voilà, de partir, durant cette période, de pré-réveillon, heu, pour rejoindre leur famille et en fait, elles vont, au fur et à mesure, déserter, la résidence et il va en avoir que quelques-unes d'entre elles qui vont rester et on va découvrir, hem, également vraiment tout au début du film, par le biais d'une mise en scène en vue subjective. Donc en fait, à travers le regard d'une personne inconnue que, un étranger va s'introduire dans la maison et plus précisément au grenier et un petit peu comme, tu sais une épée de Damoclès littéralement, au-dessus des filles qui passent leur temps au rez-de-chaussée, va, instaurer une menace et surtout va commencer à s'en prendre à elles. Voilà, donc c'est le synopsis du film, sans trop m'avancer au début de la vidéo en tout cas, voilà comment je le résumerais. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et donc tu disais, avant de donner le synopsis, tu disais donc c'est un film qu'il faut voir et d'ailleurs, c'est un film qui a acquis un statut de film culte, hein. Enfin, il faut le dire. Enfin, il est classé dans tous les classements des meilleurs films d'horreur, hein, des films à voir et cetera et il est reconnu par certains comme, le premier véritable slasher de Mmh. l'histoire. Même si bon, naturellement, il y a des précurseurs avant, mais c'est lui qui regroupe un peu toutes les caractéristiques que vont prendre les slashers classiques, je dirais, donc avec un tueur en série qui s'en prend en général à des étudiantes ou des étudiants, enfin, en tout cas des jeunes gens, qui va traquer un à un, avec derrière certains motifs un peu moraux, on dirait, même si on y reviendra, hein, Ouais, tout à fait. dans Black Pas Christmas. mal de choses à dire. Mais voilà, en tout cas, ça pose un petit peu les bases de ce genre. Je ne sais pas si toi, c'est un genre avec lequel tu es très familière ou.
Si tu as des choses à rajouter par rapport à ça. Oui, alors ce qui est marrant déjà, c'est qu'effectivement, il est considéré comme le premier ou l'un des premiers slashers et pourtant il est culte, je suis d'accord et Mmh. il y a eu 2 remakes, il me semble, du Oui, il y film a eu et 2 surtout remakes. il a beaucoup inspiré, le slasher par excellence, Halloween, enfin, La Nuit des Masques, qui est sorti, il me semble, 5 ans après, Je crois, ouais. 4 ans après? Ouais, je crois que c'est C'est 78, je crois. 78. OK. Bon, dans ces eaux-là, en tout cas et néanmoins, je considère que, Black Christmas, même s'il est culte, on en parle quand même beaucoup moins que cette, suite de slasher qui est sortie à fin années 70, début 80, donc Halloween, Freddy, Vendredi 13. Il est quand même, moins alors au niveau des critiques, heu, contrairement à Vendredi 13 par exemple, globalement il est vraiment très apprécié, mais il est moins, cité dans le panthéon des slashers, en tout Mmh. cas par, monsieur tout le monde on va dire. Et ce qui est très dommage parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est considéré comme le premier vrai slasher et encore, donc comme tu il y a des précurseurs, donc on pourrait dire que Psychose a balancé quand même pas mal de codes du film d'horreur, et puis il y a aussi des films dans les années 60, américains qui ont repris la recette de Psychose parce que Psychose a été un énorme succès. Naturellement. Comme, Chut chut chère Charlotte, qui est vraiment génial, que je conseille aussi, avec, des têtes coupées, des haches, c'est vraiment un film à voir donc il y a eu pas mal de films d'horreur dans les années 60 qui ont repris un petit peu la recette. Mais il y a pas mal de codes du slasher tel qu'on le connaît qui surviennent à partir de Black Christmas et qui vont être repris et amplifiés dans Halloween, qui lui est le enfin c'est vraiment l'œuvre matricielle, du slasher. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec Black Christmas, c'est qu'il apporte, des codes très importants du genre, mais en même temps comme il survient avant cette période où vont fleurir les slashers, dans tous les sens et ben, il est pas enfermé dans ce carcan des codes. Mmh. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un tueur dont on ne voit jamais le visage, qui s'en prend à des étudiantes, au fur et à mesure. Il y a la police qui est présente, mais qui est pas très efficace. Il y a une final girl. Donc voilà, on reconnaît un schéma assez classique, mais néanmoins, déjà dans son écriture, le film, il se permet de toucher à d'autres genres. Donc je trouve que c'est un film qui est vraiment qui a un côté très humoristique. Hem, bon après il y a Scream, il y a plein d'autres, de slashers, qui jouent sur l'humour, mais là c'est pas du tout de façon parodique. Donc c'est vraiment un humour qui moi me plaît beaucoup. Je sais que certains critiquent un petit peu l'humour du film, mais je trouve que, comme les autres genres auxquels le film touche, il va apporter par l'écriture, hem, un côté vraiment tangible à l'histoire et aux personnages. Il y a un côté, c'est un vrai drame aussi, Mmh. sur certains points et un vrai drame et il y a un côté, une approche un petit peu fait divers du film également. D'ailleurs, je crois qu'il reprend un fait divers Oui. Ouais. et donc voilà, il y a plusieurs codes de films, qui ne sont pas des slashers, qu'on retrouve dans ce film-là et donc il est peut-être plus libre, plus libéré que les films qui vont suivre et qui vont reprendre la recette de Halloween. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film et donc pour reprendre, et ce qui est bien dans ce film, c'est que vraiment il y a une symbiose entre l'écriture et la mise en scène. C'est qu'il joue sur ces 2 atouts-là, hem, pour atteindre des objectifs différents mais qui sont, totalement interconnectés. Alors déjà, la mise en scène déjà, parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai dit dans mon synopsis, le méchant, le tueur, on ne sait pas qui c'est, rien n'est dit sur lui. Il apparaît au début du film en vue subjective, on ne sait pas d'où il vient, on ne saura pas d'où il vient, on sait pas vraiment comment il s'appelle, on l'appelle Billy, mais parce qu'il faut bien, voilà, le dénommer. Mais Billy, c'est un nom qui est balancé dans ses déblatérations au téléphone. Hem, on ne sait pas quelles sont ses motivations, on ne sait même pas vraiment la voix qu'il a parce qu'il utilise plusieurs voix, comment il s'en prend pour appeler, en fait,
On le voit, on sait juste qu'à un moment donné, il utilise le combiné qui est dans la chambre de la femme qui loge les étudiantes. Mais il y a énormément de points, de questions qui sont soulevées par le film et en fait qui sont jamais résolues. Et donc, voilà, ce personnage dont on ne sait rien, dont on ne voit même pas le visage, on voit juste un œil de lui de temps en temps. Comment on va réussir à rendre sa présence tangible, menaçante, réelle? Bah, ça va être à travers une mise en scène au sein de la maison qui va jouer sur voilà, la peur, comment je pourrais dire? La façon dont le tueur et ses victimes vont occuper l'espace de la maison. En fait, la peur, elle va venir de là. C'est pas la maison en elle-même qui va faire peur, c'est pas une maison hantée. C'est pas un film, avec des effets de sursaut, des screamers. C'est pas un film, avec des filtres fantastiques, qui vont faire onduler les vitres de la maison pour que ce soit elle qui soit effrayante. En fait, c'est la façon dont on va filmer l'intérieur qui va faire peur et donc par le biais de travelling avant, par le biais de panoramiques qui vont balayer les scènes et la façon dont chacun des personnages va occuper l'espace. Par exemple, la police, je disais au début qu'elle est très présente et au contraire de pas mal de slashers, la police va quand même, au bout d'un certain temps, s'en mêler et mener une enquête en parallèle qui va vraiment porter, entre guillemets, «ses fruits». Donc les policiers vont être plus ou moins à l'écoute. En tout cas, ils vont être actifs dans le film. Mhm. Ils vont essayer d'être actifs en tout cas, mais la mise en scène va montrer que leur action est vouée à l'échec. Parce que la façon dont ils sont filmés, la façon dont les personnes qui sont censées rassurer à l'écran vont être filmées, ils vont être filmés un petit peu comme des objets de décoration. Ils vont pas occuper une place tangible dans l'espace parce que la caméra va passer sur eux à travers des panoramiques sans s'y attarder. Ils ont pas vraiment ils apparaissent pas en 3D dans l'image. Alors que le tueur qu'on ne voit jamais, hem, qui est pas vraiment dans le hors champ parce qu'on filme là où il devrait être, mais lui occupe l'espace et vraiment est très lourd sur la pellicule, vraiment. C'est un film extrêmement étouffant par ça. Et voilà, c'est donc cette mise en scène-là, comme je le disais, va rendre le tueur absolument terrifiant. Et comme je le disais avant, l'écriture, elle, va rendre de son côté les personnages, les victimes du tueur matériels, organiques et tout simplement, en fait, la mécanique de la peur, ça va être qu'on va craindre pour ces personnages et surtout, au-delà du fait de craindre pour ces personnages, on va, hem, on va être touché par par les disparitions. En Mhm. fait, dans les films d'horreur, je trouve que chaque film d'horreur a un petit peu son propre, rapport à échelle, quant aux morts qui surviennent dans les films d'horreur. Il va y avoir des films d'horreur où, des slashers où, 50 enfin, 15 personnages vont mourir à la suite, sans réel poids autre que le fait, que ce soit dégoûtant, d'effrayer un petit peu et de faire courir, leurs congénères, de les faire s'enfuir. Et il y a d'autres films d'horreur, dont Black Christmas, où vraiment chaque mort a un réel impact. Et ça va jouer aussi avec le rythme de mort des personnages. En fait, les slashers, souvent, c'est une personne meurt, il se passe un certain temps, une autre personne meurt, il se passe encore un certain temps. C'est au compte-gouttes. Là, pour Black Christmas, c'est vraiment différent. Parce qu'on va avoir une mort vraiment tout au début du film. Tout au début, et ensuite il se passe, je sais pas, 45 minutes peut-être avant qu'il y ait une autre mort. Et ça va être entre ces intervalles de temps, ce faux rythme, ce rythme un petit peu désorganisé par rapport aux slashers qui vont suivre, ça va être dans ces intervalles de temps que va s'installer en fait toute la richesse du film. Parce que, comme je le disais, il y a une mort qui intervient tout au début du film et c'est assez fou. Et j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir vu ça dans un autre slasher, mais cette mort, elle va peser physiquement, visuellement, tout au long du film jusqu'à la toute dernière scène de fin, en fait. Mhm. Parce que, heu,
donc je vais un petit peu divulgacher, mais donc la première victime, c'est une jeune fille qui est censée partir, pour rejoindre son père le lendemain et hem et donc elle est tuée dans les 10 premières minutes, 6-7 premières minutes et en fait, son corps n'est pas découvert, il est emmené au grenier et elle est étouffée dans un sac plastique. Donc son corps est emmené au grenier et en fait, personne ne va fouiller le grenier, sauf que le film va toujours revenir vers ce grenier, va toujours revenir vers ce plan absolument terrifiant d'une jeune fille, de mon âge, même plus jeune, avec un sac sur la tête, qui est figée dans un cri, silencieux pendant tout le film et en fait, on va être à sa recherche tout du long. Son père va arriver. Son père est vraiment un espèce de pantomime très triste, quasi mutique et c'est un film, voilà, totalement effrayant parce que le poids de la mort dans ce film, enfin, c'est étouffant et je vais pas faire de mauvais jeu de mots sur, le fait qu'elle meurt par étouffement, mais c'est vraiment ça qu'on ressent, en fait. Mmh. Complètement. Et je rebondis sur ce que tu disais, le fait que les morts étaient touchantes. Moi, ce qui me déplaît souvent dans des slashers et oui, ce type de film, c'est que les personnages sont finalement des espèces de poupées qui n'ont pour vocation que d'être tués violemment et dans une effusion de sang à un moment ou à un autre. Ici, les deux choses qui m'ont marqué, la première, c'est que les morts ne sont pas violentes du tout. Enfin, je veux dire, pas violentes du tout. Bien sûr que si, elles sont violentes, mais je veux dire, par rapport à ce qui aurait pu être montré, à ce qui aurait pu être fait, ça reste quand même assez doux et assez peu sanglant. Enfin, je dirais que, enfin, j'ai pas trouvé le film particulièrement choquant. Bien naturellement, c'est mon regard de spectateur de 2023. Je pense d'ailleurs, je crois qu'à sa sortie, le film était interdit au moins de 18 ans. Donc, ce qui veut dire que, bon, pour l'époque, ça restait choquant, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Mmh. même si on compare par rapport à Halloween, typiquement, c'est vrai que c'est quand même, enfin, je trouve que c'est moins graphique, on va dire. Mais en revanche, donc ces personnages-là, c'est pas des coquilles vides. En fait, c'est vraiment des personnages dont la personnalité est décrite et à l'écriture du film, on voit qu'il y a vraiment un effort pour rendre ces personnages profondément sympathiques en fait. Quand les personnages sont tués, on a presque l'impression que c'est un combat qui meurt ou que c'est une personnalité qui meurt et c'est pas juste la jeune fille numéro 5 qui est assassinée. Enfin, il y a véritablement une construction de personnage qui va bien au-delà. Et bon, j'y reviendrai plus tard. Enfin, là, il y a d'autres choses à dire pour l'instant, mais la dernière, donc celle qui va survivre jusqu'à la fin, la dernière jeune fille, elle a un combat encore plus grand que les autres et qui, je trouve, déplace même la trame de l'horreur du film, où presque le véritable méchant, entre guillemets, ce n'est pas le tueur, mais c'est un autre personnage. On en reparlera. Enfin, tu vois forcément de qui je veux parler. Mais bref, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'aimerais aussi rebondir sur une autre expression que tu as utilisée, que j'ai beaucoup aimée, qui est cette idée de cri silencieux. Ce cri silencieux, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est vraiment un cri qui n'est jamais poussé. Et, euh, et tout le film va jouer sur un véritable sur un travail sonore, en fait, où très souvent, si le tueur n'est pas présent visuellement, il est présent par le son. Il est présent par le son à travers ses appels téléphoniques qui sont absolument terrifiants. Et presque ce qui les rend plus terrifiants, c'est leur non-matérialité. Parce que si on voyait ce type passer l'appel, probablement que ce serait juste un fou dans un grenier en train de convulser en racontant des obscénités, alors que ça rendrait la chose très peu impactante. Alors que là, de couper l'image et d'avoir juste ce son, ça rend particulièrement menaçant. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on voit, de ce que l'image montre lors de son premier appel? Lorsqu'on l'entend? Qu'est-ce que la caméra montre? Je crois qu'elle montre les femmes autour du téléphone, En n'est-ce fait, pas? c'est un travelling qui montre les visages des jeunes filles, Oui, ouais, c'est ça. pendant qu'on entend des bruits absolument terrifiants, des bruits d'animaux et des insultes et des obscénités. Et en fait, qu'est-ce qui tu disais que le film n'est pas violent. Alors je suis d'accord, graphiquement, il l'est pas, mais alors Graphiquement, oui. qu'est-ce que enfin, c'est quand même insoutenable, c'est d'une Oui. violence insoutenable et en fait, c'est justement cette scène où c'est simplement des visages de jeunes filles avec cet appel, elle est d'une et en plus cette scène, elle intervient dans les 3 premières minutes, mais c'est d'une violence absolument inouïe.
c'est d'une brutalité de voir ces visages de filles de 18, 22 ans qui se regardent effrayées et en même temps, tu te rends compte aussi que, bah, elles sont entrées un petit peu dans un quotidien un peu morbide parce que enfin, tu comprends qu'elles commencent à avoir l'habitude de recevoir ces appels et le pire, non, c'est pas le pire, mais là, le personnage qui est joué par, Margot Kidder, qui s'appelle Barb, dit, tu sais, qui est je crois qu'elle est serveuse, en mi-temps, qui dit, «Vous savez, moi, j'ai l'habitude, de ce genre de crado, hein, j'en vois 2 par jour». Je sais pas, cette image, moi, me terrifie et c'est Mmh. encore plus puissant, effectivement, que si on avait le mec en train de baver, sur son combiné. Ouais, 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 ouais. Ouais et bien entendu, tu as bien fait de me corriger. Moi, quand je voulais dire, pas violent, c'était violent, une Non, violence non, mais gratuite. si, non, mais c'est que Mais on est effectivement, d'accord enfin là-dessus. mais effectivement que c'est typiquement oui, ces appels sont des moments absolument insoutenables et Mmh. moi, c'est plus les appels, par la suite, donc quand la police essaye de tracer l'appel, qui me terrifiait parce qu'il y avait la jeune fille qui avait cet ordre d'essayer de Ouais, faire durer l'appel, alors qu'elle voyait pertinemment qu'elle n'avait aucun contrôle sur l'appel, que, le tueur raccrocherait au moment où il aurait envie de raccrocher et même elle avait rien à dire. Enfin, la plupart du temps, elle a rien à dire. Elle écoute juste en silence, avec ce regard complètement figé parce qu'elle est en train d'entendre et on voit et on voit la police en train de courir, de s'agiter, mais enfin, ça paraît complètement vain. Ils sont dans cette espèce de pas d'entrepôt, mais comment on dit, enfin, de cette espèce de local avec des alignements d'étagères et de câbles. Et ils sont là en train de chercher quel est celui qui s'est allumé. Et ça paraît désespéré, pour cette jeune fille qui a à supporter ça, qui a supporté la double violence, je trouve, de ce qu'elle entend et de savoir qu'elle est obligée d'endurer ça et qu'elle ne peut pas raccrocher parce que la police lui demande de ne surtout pas raccrocher et de faire durer ça le plus longtemps possible. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, cette double violence en fait qui apparaît à ce moment-là. totalement et surtout qu'en fait, cette scène, elle apparaît plutôt vers la fin et tout au Ouais. long du film, la manière dont est filmé le téléphone, à chaque fois qu'il sonne, c'est une menace. À chaque fois qu'il sonne, les filles sont totalement paranoïaques. Parce qu'elles ont peur, en fait, elles ont même pas peur physiquement, mais elles ont peur d'entendre, ces horreurs, ces absurdités et donc c'est déjà violent, rien que le fait de filmer le combiné et apeurante et là, effectivement, vers la fin, le fait de devoir soutenir cette violence, verbale et en plus, au début, on entend vraiment des bruits qui paraissent presque inhumains. On se demande: «Mais comment il arrive à faire ces bruits-là?» et on se demande leur provenance et en fait, les cris d'agonie des filles ressemblent quand même beaucoup à ce qu'on entend au combiné Ouais. et ce qui est bien, c'est que, comme je le disais, on ne sait pas du tout comment le tueur s'y prend pour passer ses coups de fil et donc il y a toujours aussi cette question en suspens, comment, il enregistre ses appels? Est-ce que, on entend vraiment des filles en train d'agoniser au téléphone? Est-ce que c'est un enregistrement qu'il a passé avant? Vraiment tant de questions, bah, qui vont rester sans réponse et comme tu le disais, en fait, le pouvoir de suggestion est encore plus fort que de montrer ce qui se passe réellement. Oui, complètement. Complètement et donc le pouvoir de suggestion, tu le disais, le visuel du téléphone, le téléphone qui devient cette menace, omniprésente. Premier plan, là, c'est presque Hitchcockien, Et oui. vraiment, Mais oui, 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 complètement, ouais. Complètement et il y a aussi, le travail sur le son qui est phénoménal, avec, à la fois enfin, quand le tueur n'est pas montré, donc il n'est jamais montré, mais je veux dire quand on n'est pas du point de vue du tueur, donc on est du point de vue des jeunes filles, ça va être énormément de bruit dans la maison que nous, on interprète forcément comme le tueur en train de se déplacer. Il y a énormément de petits craquements, des bruits qui sont très normaux en fait dans une maison et je pense qu'il y a une réelle volonté de la part du réalisateur de même brouiller les pistes, enfin que dans il sa tête, c'est il pas occupe, forcément l'espace, c'est ça, il occupe même s'il est l'espace. pas là. Il occupe l'espace exactement, même s'il n'est pas là. Il y a ce miaulement, donc par lequel le tueur attire ses victimes, qui joue un peu le rôle du téléphone. Et là encore, c'est un son. Le téléphone est un son. Le miaulement est un son. Et c'est par ce son-là
que la menace devient extrêmement tangible en fait pour le spectateur. Mmh. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est des sons qui sont très inoffensifs en soi, un téléphone qui sonne et un miaulement. Mais là, cette mise en scène permet de rendre ces sons particulièrement menaçants. Et de l'autre côté, donc quand on prend le point de vue du tueur, la musique est très très intéressante. C'est des espèces de bruit, enfin il n'y a même pas d'autre Ouais, de mot, bruit hein, de c'est des espèces fourchette, de sur bruits qui sont faits en fait sur des cordes de piano. J'ai vérifié, enfin moi je suis pianiste, du coup c'est le genre de son que je connais bien, mais si on tape sur des cordes de piano, ça fait ces espèces de bruits un peu étouffés. Et du coup j'ai un peu regardé comment la musique avait été composée. Effectivement, et le compositeur tapait avec différents objets sur des cordes de piano, ce qui d'ailleurs fait un parallèle avec ce fameux autre personnage dont on va devoir parler ouais, parce qu'il joue un qui rôle tabasse un essentiel. piano. Pardon? C'est un personnage qui tabasse un piano. Qui tabasse un piano, oui, littéralement. Un personnage qui tabasse un piano, oui, ça fait mal au cœur pour un pianiste. Voir des jeunes filles se faire tuer, bon, on l'a vu dans beaucoup de films, mais un piano se faire casser quand même, bon, je plaisante. Oui, donc ce personnage-là, c'est le petit ami d'une des jeunes filles, d'ailleurs la De dernière. Jess, je crois. Oui, exactement. Et Donc, lui, je sais plus comment il s'appelle. euh, Peter, non? Ouais, Peter, c'est Oui, ça, oui. Peter. Qui est, je Ouais. crois, qui joue dans 2001. Ah, mais oui, bien Oui. sûr. Effectivement, oui, 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 complètement. Complètement, Peter qui joue dans le 2001. Mais du coup, donc lui, qui est donc le petit ami d'une des jeunes filles, et dont le rôle paraît être le rôle pour moi presque du vrai méchant, j'ai envie de dire, du film. Euh, et alors, bon, bien sûr, enfin, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ok, comment le dire? Pour revenir à la police, tu parlais de la police qui est inefficace dans les slashers, et c'est vrai. J'ai aussi parlé de la police qui, entre guillemets, participe à la torture de la jeune fille en lui demandant d'endurer ça et de faire durer pour leur permettre de localiser. Et c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup marqué dans le film, à quel point la violence vient de la société et vient essentiellement des hommes d'ailleurs, hein, disons-le, vient essentiellement des hommes, mais en dehors même du tueur. Tu parlais du père de la première victime, qui est quand même un personnage assez sinistre et assez peu sympathique, pour pas dire profondément antipathique. Le policier, alors pas le policier qui prend en charge l'enquête in fine, mais le premier policier avec lequel les personnages ont affaire, qui est Monsieur absolument Fellation. exécrable. C'est ça, exactement, absolument exécrable. Enfin bref, il y a toute une galerie comme ça de personnages qui ne participent pas directement à ce crime, mais qui rendent en fait le quotidien de ces jeunes filles absolument insoutenable. En fait, l'horreur qui se poursuit au quotidien dans un sens. Tu sais, tu avais relevé l'expression, d'un cri silencieux Ouais, qui, en fait, apparaît dans les premières scènes, qui réapparaît à la toute fin et qu'on voit tout du long du film. ouais. Et en fait, c'est pas juste une image visuelle, c'est aussi, un petit peu l'une des thématiques du film, ou alors on peut l'interpréter comme ça. C'est que les filles, elles appellent la police, elles viennent voir, elles se rendent elles-mêmes au commissariat, voilà, il y a ce policier qui veut pas les entendre, et surtout à chaque fois qu'elles, font part de la disparition de la jeune fille ou même d'une gamine de 13 ans qui disparaît, et en fait, on leur dit: «Oui, mais non, vous savez, 90 du temps, quand elles disparaissent, c'est juste qu'elles sont chez un petit ami», et en fait, elles sont pas écoutées, juste, tout simplement. Elles Mhm. sont pas écoutées. Au téléphone, quand elles demandent, au gars: «Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez?» Elles sont pas écoutées. Quand, Jess veut faire part du fait qu'elle aimerait bien quand même poursuivre, ses études et avoir une carrière, elle est pas écoutée. Tout ce qui compte, c'est que son petit ami, lui, bah, il a fichu en l'air sa présentation, son audition, et donc il veut la marier et passer à autre chose. Le fait que lui, il veuille garder l'enfant et pas elle, et en fait, on se rend bien compte que lui, bah, la vie de la mère qui porte l'enfant, importe assez peu. En fait, ouais, c'est un cri silencieux un petit peu du début à la fin, et aussi avec le personnage de Barb qui est bourré la plupart du temps et qui,
un personnage très libre et aussi un petit peu triste et hem et qui parle énormément et en même temps qui se perd un petit peu et qui meurt, en faisant une crise d'asthme, enfin, Mmh. qui meurt étouffée elle aussi, enfin Ouais. poignardée, mais tout en faisant une crise d'asthme. Donc ouais, en fait, il y a toute une thématique, de la parole et de fait d'être étouffé dans ses propos, quoi Mmh. et surtout au travers de la police, en fait. Ouais, 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 ouais. Écoutez. Mais c'est vrai que c'est un film où j'ai l'impression que les hommes parlent énormément sans trop se préoccuper. Enfin, je pense par exemple au meurtre de la logeuse. J'ai oublié le nom, tu viens de le dire, mais non, tu l'as pas non, tu l'as pas La dit. logeuse. Bref, ouais, bref. Peu importe, mais en tout cas, quand elle se fait tuer, elle est attendue par le chauffeur de taxi. Et donc pendant toute cette scène où nous on attend le meurtre parce qu'on sait qu'il va arriver, parce qu'on a eu les indicateurs classiques avec le miaulement, etc. Cette Ouais et trame surtout, très elle anxiogène. dit surtout elle la maison est désertée et elle se retrouve Oui. toute seule et elle dit: «Si vous me retrouvez pas à mon retour, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis chez ma sœur». Oui, 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 et du coup personne ne s'inquiète. Ouais. Mais pendant son meurtre, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a le chauffeur de taxi qui s'énerve dehors et qui klaxonne compulsivement, et du coup pendant Ouais, qui toute vient la scène. frapper à la porte après, ouais. Et ensuite, qui vient frapper à la porte, et on a toute cette scène d'angoisse absolue où finalement la victime est comme muette, et parce qu'elle ne comprend même pas qu'elle va être une victime. Et quand elle le comprend, elle n'a rien à dire. Enfin, encore une fois, son cri est figé et son cri est figé. Enfin, et elle est tuée avant même qu'un son puisse sortir de sa bouche. Et en revanche, l'espace sonore est saturé par un chauffeur de taxi énervé. C'est un décalage que je trouve très intéressant, en fait. Mais bref. Euh, Ouais, je non, sais non, pas mais si- si, totalement, ouais, effectivement. Bah, il y a tout un jeu avec ça et ça me fait aussi penser à heu, la dernière grosse séquence de fin où, Oui. au téléphone, la police dit à Jess: «Alors surtout, tu ne vas pas voir tes amis et tu sors tout de suite». Évidemment, ce qu'elle va faire, mais c'est normal, en fait et ce qui est bien Ouais. aussi dans ce film, c'est que les personnages agissent relativement raisonnablement et ce qu'elle va faire, on comprend bien, elle a ses amis à l'étage, elle sait qu'il y a un tueur dans les environs, elle crie, Mhm. elle hurle le nom de ses amis, elle n'a aucune réponse et en fait, quelle image, vraiment, d'une tristesse absolue et effroyable aussi de la voir s'époumoner au rez-de-chaussée, en regardant l'étage et en se faisant répondre par un silence, d'angoisse totale. Mhm. C'est voilà, en fait, c'est par ce genre de scène qu'on construit un film d'horreur d'une qualité comme ça. C'est pas, avec des screamers et enfin après, il y a des films avec plein de screamers qui sont Oui, bien super, sûr. mais Ouais. là, c'est juste l'identité du film qui fait qu'il est vraiment à part et que je l'aime beaucoup. C'est Mhm. par des séquences comme ça, de qui sont vraiment créatives, en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant que tu parles de Screamer, parce qu'il y a une fois où j'ai vraiment sursauté devant ce film, qui s'apparente le plus à un Screamer, mais je me suis demandé si c'était fait exprès ou pas. À un moment, il y a une coupe et qui passe directement à une voiture de police avec des sirènes. Et je crois que c'est au moment d'un meurtre, en tout cas, juste avant un meurtre. En tout cas, voilà, il y a une séquence qui est assez effrayante, et paf, coupe, et il y a les sirènes de police, et j'ai fait vraiment un bond en arrière sur les sirènes de police enfin, je me suis demandé si c'était vraiment, enfin moi qui étais particulièrement sensible, ou si c'était vraiment fait exprès, parce que de savoir que le meurtre était voué à l'échec, et que finalement la police, cette espèce d'angoisse de cette police inutile, quoi, qui peut traverser la ville avec les sirènes, mais enfin, c'est vain, quoi. J'ai pas cette scène précise en tête, mais ça m'étonnerait pas du tout, effectivement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais après, par le montage, il y a beaucoup d'effets qui sont créés, par, Ouais. cet enchaînement de séquences et il y a des comment dire? Je pense à plusieurs scènes, notamment, la mort de Barb qui est entrecoupée de scènes de chant des enfants. Oui. Encore, cette fois ce jeu auditif. Hem, il y a aussi, ce que j'aime bien, c'est, hem, par exemple, en fait, il y a un jeu, d'échange entre, les images en vue subjective du tueur et des images où on voit, Jess, en plan fixe et en fait, il y a aussi une brutalité du montage, une rupture
qui est faite entre la vue subjective et les vues en plan fixe normal. Et ouais, il y a un jeu effectivement de montage qui crée une brutalité, peut-être pas un screamer. Moi, je vois pas trop à quel screamer tu fais référence, mais oui, il y a C'est des, pas un des jeux screamer. comme ça. C'est pas un screamer, justement. Oui, ouais, Ce mais non-screamer, mais qui qui a fait l'effet fait d'un des screamer sur moi, ouais. et moi, je trouve que s'il y a pas de véritable screamer, ou alors peut-être qu'il y en a un, mais j'ai oublié, il y a, quand même, voilà, l'alternance des images qui crée des chocs visuels Ouais. dont les 2 scènes dont je viens de parler. Mmh. Donc rien que là, en fait, l'alternance entre vue subjective et vue, plan normal, est assez brutale et enfin, c'est pas, forcément très réglementaire de faire ça. Parce que c'est Mmh. 2 points de vue, 2 échelles complètement différentes et ça crée un choc visuel. Et en Mmh. fait, le film, il joue sur, tous les plans pour choquer, enfin pour créer le malaise, en fait. Il y Ouais. a un vrai malaise dans ce film, du Mmh. début à la fin. Ouais. Et d'ailleurs, c'est amusant que tu parles du montage et de cette scène avec les enfants, parce que, en la regardant, je me suis fait la réflexion que c'était filmé très normalement, enfin montrer ces chœurs d'enfants à Noël et que, c'est normalement enfin dans un film de Noël, hein, encore une fois, le film de Noël de TF1, c'est plutôt sympathique, hein, quand tu as un petit chœur d'enfant qui arrive et qui chante en «Vive le vent», je ne sais trop quoi, devant les maisons des gens, c'est très sympathique Ça devient et carrément ensuite menaçant, un petit peu. pardon? Je trouve que ça devient carrément menaçant et que cette Mais oui, lumière c'était rouge qui est effrayant aussi. projetée Ouais. violemment sur le visage de Jess qui les regarde, qui a envie de partir, Ouais, puis ce ouais, ouais. visage avec un air, très grave d'enfant, c'est assez fascinant. Mmh. Ouais, 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 c'est ça et pour le coup, c'est vraiment le montage et le travail d'écriture qu'il y a pour amener à cette scène qui font que c'est particulièrement enfin, oui, voilà, menaçant comme tu dis et que Noël l'atmosphère de Noël en général qui devrait être quelque chose d'assez, finalement d'assez positif, hein. C'est quand même un moment où les gens sont censés être plus ou moins heureux, plus ou moins festifs en tout cas, est dépeint de façon extrêmement sinistre. Et d'ailleurs, dès le départ, parce que comme tu le dis, l'une des, je ne sais plus si le film s'ouvre avec le tueur qui s'avance ou si on voit d'abord l'intérieur de la maison avec les espèces de décorations de Noël. Il me semble qu'on voit d'abord une personne rentrer, on voit l'intérieur de la maison qui est festive, et là, ensuite, on passe sur le subjectif du tueur, n'est-ce pas? Oui, il me semble que c'est ça, effectivement. Ouais. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça contribue à tout de suite détruire l'illusion. Enfin, on nous dit d'emblée, c'est un film de Noël qui ne sera pas un film de Noël, en fait. En fait, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment un film de Noël assez spécial. Bon, déjà, c'est un film d'horreur, mais en fait, des films d'horreur qui exploitent Noël, ça existe. Il y en a pas mal et surtout, ce sont des films qui jouent sur les codes de Noël. Tu vas avoir des Pères Noël tueurs, ça va être tu vas trouver des films d'horreur qui vont, utiliser des gimmicks de Noël pour faire peur ou alors pour faire rire, alors qu'en fait là, pas du tout. C'est vraiment Noël, c'est un contexte et c'est surtout l'aspect, comme je disais au début, de transition, de déplacement et de désertion des fêtes Mmh. qui va être utilisé. Donc Ouais. oui, tu vas avoir des guirlandes, mais surtout, ça va être le départ, progressif des gens, le fait qu'ils quittent, le logement, on sait pas exactement pour aller où et du coup, en fait, chaque disparition peut être, expliquée comme celle de la logeuse et c'est un moment vraiment, il fait très froid, hem, tu des lumières, comme les lumières, rouges qui, agressent Jess quand elle écoute la chorale. Mmh. C'est pas ça va pas être un film de Noël effectivement parce qu'il va jamais tabler sur les codes de Noël. C'est juste c'est la période de fête, en fait, plus qui va être utilisée et la période de départ et je trouve ça assez angoissant. Parce que c'est une période, comme je disais, de transition, de déséquilibre, un peu le cul entre 2 chaises, Mmh. que j'aime beaucoup dedans. Mmh. Mais même d'ailleurs, la façon dont sont filmés les locaux de police, on voit qu'il y a un sous-effectif. On Ouais, voit bah qu'il oui, y a un mais c'est ça, sous-effectif c'est et totalement ça. ces locaux sont déserts, en fait. Il y a juste Ouais, ces ouais. 3 pauvres policiers qui sont là, probablement parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, mais Heu, l'université, c'est pareil. oui, C'était oui. ce gigantesque gymnase totalement vide. Oui, ouais, 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 effectivement, oui. C'est ça qui est terrifiant, en fait, dans ce film. Enfin, Mmh. non, il y a plein de choses terrifiantes, mais rien que l'usage qui est fait de Noël est brillant, je trouve. Mmh. Ouais, ouais, complètement, complètement.
Alors, pour revenir à ce personnage de Peter, dont on a déjà parlé, donc le petit ami, donc lui, comme tu l'as dit, son personnage, c'est un raté globalement, hein, qui échoue son audition et qui du coup va décider de faire table rase de tous ses projets et va essayer d'entraîner sa petite amie, hein, dans son non-projet. Donc d'abandonner tout ce qu'elle a, de garder l'enfant enfin, qu'elle porte, et alors qu'elle n'en veut pas. Et d'ailleurs, en ce sens, hein, c'est quand même un film qui est très marqué années 70, par la grande liberté, je trouve, des femmes, et cette prise de conscience, d'une inégalité homme-femme, et cette espèce de conquête progressive des droits. Enfin, les femmes qui sont présentées sont quand même des femmes très fortes qui se battent, et cet homme, typiquement, est vraiment l'espèce d'incarnation totale d'un patriarcat, de ce qu'il y a de plus exécrable dans le patriarcat, disons. Et en cela, alors je ne sais pas si c'est un regard contemporain de voir ça, ou si déjà à l'époque c'était très clair. En cela, en fait, le personnage devient tout de suite une menace absolue, et devient tout de suite presque le rôle du méchant. Et ça va se retrouver dans l'écriture, dans la fin, où il va être, malgré les preuves, il va être considéré comme le tueur. Ouais, et il y a un élément assez significatif de ça, je trouve, c'est que justement, lorsque la police lui demande: «Mais est-ce que ça pourrait pas être lui le tueur?» parce qu'en fait, lui dit à la fille, «Non, je veux pas que tu tues mon bébé», en employant des termes vraiment très forts et très violents, et donc le tueur va, au téléphone, reprendre les mêmes expressions, exactement les mêmes expressions, et d'ailleurs, la fille dit: «Oui, enfin». Et en fait, au téléphone, elle va dire: «Non, ça peut pas être lui parce qu'il était là lorsque j'ai reçu l'un des appels». Et en fait, elle est il le tueur a dû entendre notre discussion et répéter la même chose, donc ça s'explique de manière rationnelle. Et en fait, elle est soulagée quand elle dit: «Non, ça peut pas être lui». Et mais en fait, c'est en fait, ça reste quand même terrifiant parce que, hem, le gars reprend et le gars a, les mêmes expressions et il s'exprime comme le tueur, en fait. Et même si c'est pas lui, c'est pas exactement la même personne, ils ont, ils ont les mêmes expressions, et c'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est qu'il y a un transfert qui s'opère. Il y a un transfert qui s'opère, et le transfert d'abord sonore, comme tu le dis, les mots sont les mêmes, et finalement visuel. Bon, là on rentre dans la section où clairement on divulgage, comme tu le dis très bien. Ouais. On divulgage énormément, mais donc toute cette séquence finale dans la cave, enfin quasi finale dans la cave, où, où elle se sait traquée par le tueur, et c'est Peter qui apparaît. Mmh, mmh, mmh. Bah, d'ailleurs, le tueur, en fait, on voit pas son visage, on voit juste un Non. œil de lui à un moment donné, mais on arrive à voir la silhouette de sa tête, et vraiment on voit c'est un homme fin, grand, avec une coupe, des années Mmh. 60-70. En fait, exactement comme Peter, mais aussi exactement comme le petit ami de la fille qui se fait tuer au début. Oui, c'est vrai. En fait, ça pourrait être l'un des 2. Ça pourrait être, le petit ami de la fille qui s'est fait assassiner dès le début. Hem D'ailleurs, je crois que les studios voulaient au dé que le film se finisse sur lui qui dit, «Oh Agnès, ils n'auront pas mon bébé», sur le 2e Mmh. petit ami qu'on voit moins. Le Bob Clark n'a pas voulu, il voulait laisser une fin ambiguë, mais ça montre bien qu'en fait, ça pourrait être n'importe qui. Et d'ailleurs, quand la police dit: «Oh, vous savez, les filles qui disparaissent, la plupart du temps, c'est parce qu'elles sont chez leur petit ami». Mmh. Bon, c'est au final, voilà, ça pourrait être n'importe lequel. C'est un petit peu Mmh. terrifiant aussi. J'utilise beaucoup le terme terrifiant, mais parce que Oui, je trouve parce que le film est terrifiant. oui, c'est pour ça. Je N'ayons pas peur m'excuse. de le dire. N'ayons pas peur de le dire, le film est terrifiant, et comme tu l'as très bien souligné, il est terrifiant justement par sa mise en scène, et il est terrifiant par aussi le fait qu'il reste à la fin, qu'il reste non résolu. Il reste non résolu parce que typiquement, on sait qu'il va y avoir un dernier crime qui n'est jamais montré.
L'image finale, c'est un téléphone qui sonne. Enfin, c'est pas une image naturellement, mais c'est un son. Le son, c'est le téléphone qui sonne, et l'image, c'est l'image de la maison avec un policier devant la maison, très Ouais. content de lui, parce que bon, tout est résolu. D'ailleurs, ils ont rien résolu, hein. Ils se sont contentés de rentrer dans la cave, hein, et de voir que la jeune femme avait résolu le problème toute seule. Mais ça se voit qu'il est très content de lui. Je me demande s'il fume pas, ou en tout cas, il fait pas. Enfin, en Ouais, tout il cas, il a balance des clairement, choses comme c'est ça, ça, ouais. il a clairement une posture de quelqu'un qui est passé à autre chose. Mais en Et fait, on il est sait totalement en pertinemment. arrière-plan. Il y a un espèce de Oui, travelling arrière de la maison. Lui, il oui, apparaît dans le champ, mais il y a jamais de focus qui est fait. Et en fait, ouais, c'est comme un élément de décoration sur le perron, quoi. Le mais oui, policier, il est là, mais c'est très drôle. Mais on sait déjà que le tueur, il est dans la maison, il est à l'étage. Et l'un des policiers dit, ne vous inquiétez pas, il y a 2 mecs dehors, vous ne risquez rien. Alors qu'on sait oui, oui, très oui. bien que le tueur, il est à l'intérieur. Donc Et ces personnes-là, jamais. on les voit d'ailleurs même pas. Ces personnes-là, elles sont toujours elles ont un petit quartier de l'écran où Mmh, je sais même pas si on voit leur des visage. Si, quand, voitures. quand il se fait tuer, et on voit son visage, mais sinon, je crois qu'on le voit pas. On voit juste un bout de voiture pour signifier, ah oui, au fait, c'est vrai qu'ils sont là. Mais comme tu dis, enfin, c'en est drôle parce que, oui, enfin, c'est des pantins. Enfin, ils ont Ouais, aucun intérêt, hein. totalement. Ouais. Et, Et et d'ailleurs, le travelling arrière de la maison, le travelling part du visage de la jeune fille morte, enfin, morte étouffée par son sac mmh, plastique. Et du coup, même si en termes de superficie à l'écran, elle occupe rien, à la fin, enfin, quand on a ouais. fini on a fini le travelling, euh, on ne voit qu'elle, en fait. Bah, On elle voit est la maison, entourée. on voit la morte, et on entend le téléphone, et tout le reste, Mmh. est là pour nous dire l'environnement ne va pas aider, en fait. Et le plan juste avant, qui précède, est pour moi le plan le plus terrifiant de tout le film. C'est lorsque, voilà, il y a un dézoom qui est fait sur le visage de Jess qui est en train de dormir. Mhm. Ensuite, on est dans le couloir et Ouais. là, il y a un panoramique qui défile lentement sur chacune des chambres vides. On voit même Mhm. les taches de sang sur le Ouais. matelas de l'une des chambres. Et en fait, le panoramique, il est vraiment très lent et à tout moment, on s'attend à voir quelque chose. Et surtout, en fait, on s'attend à entendre parce qu'on sait que le danger, il est aussi auditif et Ouais. normalement, le tueur dans le narratif du film, là, le tueur est censé être mort. Sauf qu'il y a le dézoom, il y a le panoramique qui commence et là, tu te dis: «OK, en fait, le mec est totalement vivant, on l'a pas vu, on l'a pas vu, on l'a pas encore entendu, mais on sait qu'à un moment donné, on va entendre ou on va voir quelque chose». Et c'est un on attend le screamer comme, les screamers souvent ils sont annoncés, tu sais pas exactement à quel moment ils vont survenir, bah là c'est exactement la Mhm. même chose. Et donc voilà, ce panoramique qui défile très lentement, c'est un mouvement tout con, qui montre des pièces vides. Et c'est ça le pouvoir du film. C'est de montrer juste des pièces vides et d'en faire le plan le plus terrifiant d'un film qui quand je quand c'est Mhm. terrifiant, je vais dire autre chose. Horrifiant non, un film, Effrayant. effrayant, épouvantable. Un plan épouvantable, voilà, sur des chambres vides. Vous pouvez le refaire chez vous, si vous voulez. C'est très simple. Si vous prenez votre téléphone, vous faites ça, hop, vous avez exactement le même plan. Et bah, voilà, juste en faisant ça, vous avez un plan épouvantable. Mhm. Et effectivement, on entend quoi? On finit par entendre une comptine lorsque, le plan s'arrête sur, l'échelle qui mène au grenier. Donc en plus, le côté un peu surprenant de la comptine qui survient n'est pas présent parce que, heu, on sait en voyant l'échelle que c'est là qu'on va entendre le gars. Donc le film annonce: «Bon là, vous allez découvrir qu'en fait il est survivant». Et c'est une construction de scène qui est dingue. Et d'ailleurs, la façon dont est filmé, en fait, la caméra, elle revient toujours sur cette échelle qui mène au grenier. Il y a des mouvements, au début du film, qui montrent d'abord l'échelle, ensuite qui montrent le personnage de, la logeuse, déambuler dans les pièces et qui revient toujours irrémédiablement vers cette échelle. Cette échelle, et cette trappe qui se soulève et juste en faisant ça, ça annonce le tueur et voilà, c'est un vrai, jeu de panoramique toujours qui mène finalement, fatalement, toujours sur ce plan de l'échelle et de la trappe.
Mmh. Mais effectivement, pour moi, c'est personnellement un effet d'horreur enfin, qui m'affecte le plus, le mouvement de caméra. Enfin, quel qu'il soit, enfin non pas quel qu'il soit, naturellement, il y a des mauvais mouvements de caméra, mais enfin, quand il est bien exécuté, c'est justement ce qui permet à la fois de constater les dégâts qui ont pu être faits, donc en montrant des éléments de décor enfin, qui nous rappellent ce qui s'est passé. Et là, c'est le cas, ce panoramique, comme tu dis, il va nous remontrer, il va nous faire revivre le film en accéléré. Ah oui, c'est vrai que la première, elle est morte ici, la deuxième, elle est morte ici, la troisième, elle est morte là, Mmh mh. etc. Et comme tu dis, avec les petites traces de sang au cas où, au cas où on rajoutait une couche. Mais également, le mouvement de caméra, c'est ce qui permet de, quand il est fait de façon, enfin, pour une vue objective, ça nous permet de montrer ce qui est en train de se passer, mais quand il est pas fait en vue subjective, c'est aussi, ça peut aussi rappeler justement tout le hors-champ, toute la puissance du hors-champ. Et là, la puissance du hors-champ, c'est cette trappe, hein, qui nous est finalement, comme tu dis, toujours rappelée, parce que la caméra, elle est irrémédiablement, irrésistiblement attirée par cette simple échelle, Mmh. qui est, voilà, tu disais au tout début, une épée de Damoclès littéralement au-dessus de la maison. C'est ça, c'est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la maison. Où qu'on aille, on se retrouve avec cette trappe. Donc ouais, Mmh. c'est vraiment un élément d'horreur que moi je trouve particulièrement efficace. Et le panoramique, c'est un petit peu une promesse, comme tu dis, une promesse de montrer le hors-champ parce qu'en fait, un plan fixe, dans un film, ce qui existe, c'est ce qui est montré à l'image et tout ce qui est en dehors n'existe pas donc et en fait, on peut s'imaginer ce qu'on veut et il y a beaucoup de films qui jouent sur la peur du hors-champ et ce film-là le fait également. Parce que tout peut se passer en dehors du film, autour de l'image. Et là, en fait, le panoramique, c'est une promesse, on va vous montrer ce qui se passe à côté de ce qui existe dans le film. Et donc, ça ouvre tout un champ des possibles. Et en Ouais. fait, ce panoramique qui montre qu'il n'y a rien, c'est une promesse qui est même, qui nous frustre, en fait. C'est extrêmement frustrant et c'est une appréhension de qu'est-ce qui va nous être dévoilé? Et au Mmh. final, voilà, c'est juste rien, rien Ouais. jusqu'à cette échelle et donc on est à la fois frustré et absolument terrifié c'est une angoisse en fait à chaque centimètre du hors-champ qui nous est dévoilé et voilà un effet tout con, juste avec un trépied de qui est fascinant. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, alors c'est une question que je pose toujours aux invités. Enfin, on croirait que j'ai fait 75 ans, 75 ans de discussion comme ça, mais non, mais aux 4 précédents. La question de, en tant que personne qui peut potentiellement faire du cinéma, et je sais que tu as 2-3 activités, liées à la réalisation, en tout cas où clairement tu aimerais bien un moment ou un autre en passer derrière une caméra. Est-ce qu'il y a des choses dans ce film qui te parlent, qui pourraient t'inspirer, ou tu penses que pas du tout, hein? Oui, bah, en fait, c'est rigolo parce que j'ai fait un court métrage et en Mmh. fait, ce court métrage, je l'ai réalisé dans, l'appartement de mes grands-parents à Paris. De mes grands-parents décédés d'ailleurs et en fait, ça a son importance dans l'anecdote, c'est que, le film, je l'ai tourné, pareil dans une période de transition. En fait, tout simplement, l'appartement était en train d'être vidé et en fait, c'est un film d'horreur, hein, qui m'a été inspiré par Le Locataire de Polanski. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était jouer sur le fait que le film se le l'appartement se vide et il est vraiment enfin, il est très, très grand. Il est surtout très long. Ce sont de très longs couloirs et hem, au fur et à mesure du film, donc j'ai filmé sur plusieurs jours. J'ai filmé un jour où il y avait encore tous les meubles. J'ai filmé, lorsqu'il y avait plusieurs, étagères, grosses bibliothèques qui avaient disparu et j'ai filmé à la toute fin où tout est vide. Et en fait, j'utilise énormément dans ce film, bon, surtout parce que c'est simple à faire, le panoramique, parce que tu tournes petite manivelle et hop et pour montrer juste l'appartement qui est vide, où tu ne vois plus rien. Alors, c'est très mal fait, hein, je l'ai fait avec, des amis, twittos d'ailleurs. Léancon, petite dédicace à toi et ouais, en fait, ça me parle énormément ce vide, le fait de dévoiler ce vide
et ce vide progressif qui a été déserté. Parce que c'est la même chose. Bon, là, dans le film, dans Black Christmas, ce sont les personnages qui désertent. Bon, comme on l'a dit, les personnages, c'est un peu des plantes vertes, donc c'est un petit peu comme des meubles. Et au final, pour finir dans cette solitude totale de Jess qui est abandonnée dans, dans les pièces de la maison, dans ses couloirs. Et avec, je peux faire un petit parallèle dans ma tête avec mon très très modeste court-métrage que je n'ai pas encore sorti. Où Tu vraiment. anticipes la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il est visible quelque part? Ben, non, il faut juste que, pour l'instant, non. Mais quand j'aurai le temps, je vais faire redoubler les voix. Et un jour, il sera visible. Tout à fait. D'accord. On attend toujours avec impatience. En tout cas, on dans le sens de jeu. Voilà, non, mais c'est. En fait, ouais, ça me parle parce que c'est juste un film dont l'angoisse est censée provenir de la disparition dans des couloirs de ce qui était là avant. Voilà. Et puis, bon, comme c'est les meubles de mes grands-parents qui venaient. Enfin, de mon grand-père qui venait juste de mourir aussi. C'est un petit peu personnel, mais. Enfin, bon, là, on s'éloigne du film. Non, mais c'est intéressant que, avant même d'avoir vu, parce que j'imagine que c'était avant d'avoir vu le Black Ouais, Christmas. tout à fait. Ouais, donc avant même d'avoir vu ça, tu étais attiré par ce type de représentation et Ouais, de ouais, faire ouais. naître l'horreur de ce type ouais, de cette façon de filmer, de Mmh. ce genre de décor. Donc Ouais, bah, j'avais en tête Le Locataire. J'avais aussi en tête Mhm. un peu Suspiria, que je venais de Ouais. voir et qui m'avait énormément inspirée. Parce que je trouve ça complètement fou. Genre, Mhm. vraiment des jeux de lumière dans Suspiria qui sont. Qui, des interstices de lumière rouge au-dessus d'une porte qui sont instigateurs d'une peur vraiment étouffante pour moi. Mhm. Enfin, c'est dingue, quoi. Ça donne envie de Mhm. faire du cinéma Suspiria. Oui, effectivement. Mais c'est très amusant que tu évoques Argento, parce que le Black Christmas m'a beaucoup fait penser à un certain nombre de choses que j'ai vues dans le cinéma d'Argento, donc dans des films qui sont postérieurs, oui, c'est clair qu'ils sont postérieurs, à Black Christmas. Donc j'aimerais savoir si Argento a vu Black Christmas. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais typiquement dans Ténébré, il y a une scène moi que je trouve exceptionnelle. Tu l'as vu toi ou pas? Je l'ai vu il y a 3 semaines. Ah, OK. Donc tu te rappelles, justement ce mouvement de caméra Attends, sublime dans je cette crois maison? que je l'ai vu le lendemain de de Black Christmas ou OK. 3 jours avant ou après. Ouais, 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 ouais. Bah, tu Donc as je ce l'ai vu mouvement le de 2e. caméra où on voit pas d'abord les 2 femmes par la fenêtre. On sait qu'il y a un assassin et ensuite il y a la caméra qui va se déplacer sur les toits de la maison, qui va faire une route qui est incompréhensible et on revient à la fenêtre en Ouais. ayant complètement perdu le repère de ce qui est de ce qui est de où on est, qu'est-ce qu'on montre et là on voit l'assassin en train d'ouvrir les pas les volets, mais les espèces de stores, hein, de couper les stores et je sais pas pourquoi le film, enfin si, je sais pourquoi, parce qu'on est sur ce mouvement de caméra perturbant dans une maison, qui fait que c'est pas, À comme tu l'as dit, l'extérieur de c'est la pas la maison? maison qui est montée. Là, c'est à l'extérieur, effectivement. Ouais. Donc c'est différent. C'est différent, mais quand même, enfin, c'est un peu la même idée qu'il se passe quelque chose soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais il se passe quelque chose. C'est même pas montré en vue subjective. On est en train d'explorer un espace et par l'exploration du vide, on perd complètement le repère et quand on revient au point de départ, on voit ce qu'on savait arriver. Enfin, comme tu disais, le travelling, on savait qu'au final, enfin, on a confirmation à la fin de ce travelling que bah oui, le tueur, c'est pas celui qui est mort, on Mmh. s'en est pas débarrassé, il est toujours là dans la maison. Et le fait qu'on monte cette trappe, on sait pertinemment que le tueur va sortir de cette trappe. Et dans Ténébré, bah, on savait que le tueur, il allait arriver par cette fenêtre, il allait tuer la femme. Enfin, c'était évident. Et pourtant d'avoir tout ce mouvement de caméra, ça nous donne le temps justement d'inspecter ce décor vide et de comprendre ce qui va se passer, en fait, d'anticiper ce qui va se passer, d'avoir le temps d'espérer que ça ne va pas se passer dans un certain sens. Ouais, ça intervient plusieurs fois, il me semble, dans Black Christmas, Oui, qu'on voit la maison qui est filmée de l'extérieur, une caméra oui. qui tourne un petit peu autour d'elle. Et en fait, c'est très drôle que tu parles de Ténèbres, que tu évoques Ténèbres, parce qu'en fait, j'ai pas forcément pensé à Ténèbres en Black Christmas ou le contraire, parce que je sais plus quel film j'ai vu
avant ou après l'autre. Néanmoins, en voyant les 2 films et en voyant ces scènes en particulier, pour chacun des films, j'ai pensé à un 3e film. J'ai pensé à un 3e film en voyant, Ténèbres et en voyant Black Christmas. J'ai pensé au même film et c'est, la séquence de la maison Tellier dans, Le plaisir de Max Ophuls. Je sais pas Je l'ai si pas tu l'as vu. vu? Non, je l'ai pas vu. Et ben, en fait, c'est, il me semble oui, c'est Le plaisir. En fait, Le plaisir, il y a 3 moyens courts-métrages, hem, à l'intérieur du film et en fait, ça reprend des nouvelles de Musset, je crois? Mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est, de Musset et donc il y a une nouvelle qui s'appelle, La maison Tellier et ça parle de, prostituées, qui s'en vont, à la communion de la nièce, de l'une d'elles et en fait, il y a vraiment un jeu de un jeu filmique qui est passionnant dans la mise en scène. C'est que la maison Tellier, donc qui est, une maison close, elle est toujours filmée de l'extérieur et en fait, la caméra, elle va se balader d'étage en étage, elle va tourner autour de la maison, elle va, se centrer sur les fenêtres, elle va montrer ce qui se passe à l'intérieur, mais elle ne va jamais pénétrer l'intérieur et en fait, c'est magnifique, hein, c'est un film absolument incroyable, il faut le voir. Hem Et c'est exactement les mêmes références dans Black Christmas et dans, Ténèbres. J'ai pensé pour chacun des 2 films, j'ai pensé à La Maison Tellier, à Au plaisir et je ne sais pas si, les 2 réalisateurs l'ont vu, je pense quand même parce que enfin, Ophuls, c'est Ouais, ouais. un grand maître. Argento, en tout cas, je pense que c'est quasiment sûr qu'il l'a vu. Ouais, ouais, ouais et en fait, bon, avec cette technique, tu peux signifier plusieurs choses différentes. Dans, La Maison Tellier, c'est pour laisser, on va dire, pas une pudeur, non, mais, pour laisser, ce qui appartient aux professionnels, ce qui appartient, au travail de ces filles, vraiment à l'intérieur, dans leur petit business et ensuite elles s'évadent, à la campagne. Dans, Ténèbres, tu l'as dit, c'est, pour, signifier un aller-retour, scénaristique, pour, Mmh. nous perdre un petit peu et au final pour nous montrer ce à quoi on s'attendait et dans Black Christmas, voilà, ça intègre cette mise en scène, de l'occupation de l'espace dans la maison. Déjà, en fait, la première scène du film, c'est, l'une des premières scènes du film, c'est, le tueur en vue subjective qui grimpe à l'extérieur, de la maison et qui, donc c'est en fait une caméra embarquée, littéralement sur les murs de la maison, donc à l'extérieur et qui monte d'un étage et ou même de 2 étages et il pénètre dans le grenier et c'est vraiment pour donc au début montrer, la, comment on dit? Quand des éléments extérieurs, s'infiltrent dans une maison par effraction, heu, une invasion, Ouais, on va dire. Il y a un terme spécifique, oui, au oui, 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 oui. oui, le home invasion quoi, pour signifier un home invasion et ensuite, quand on vo une fois que le tueur a pénétré la maison, à chaque fois qu'on va voir maintenant cette caméra qui va tourner autour de la maison, c'est en fait un piège. C'est littéralement la maison est un piège, surtout que Mmh. les filles ignorent jusqu'à la fin que le tueur est à l'intérieur. Donc, elles sont piégées, sans s'en rendre compte, à l'intérieur et elles sont écrasées par, ce grenier où, bah, les cadavres s'accumulent, et où il y a le tueur. Mmh. Tout à fait. Juste toute petite correction par rapport à ce que tu as dit, j'ai vérifié, le Ophuls, c'est adapté de Maupassant. Maupassant, merci, voilà, donc pas du tout Musset. Je Ça savais que commençait j'allais faire par une un erreur. M, Oui, voilà, je mais suis voilà, vraiment, je ne les ai pas encore lus. tout va Mes bien. excuses. Non, 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 OK, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport au film ou est-ce que la discussion s'arrête ici? Écoute, je réfléchis, bah, on peut s'arrêter là, hein. Je pense Bah, que, parfait, ouais, on a pas mal balayé. Si toi, tu avais des parfait. choses à rajouter? Non, je pense qu'on Faire le a quand tour. même beaucoup ouais, on a couvert pour moi les thèmes essentiels du film et bah, j'espère qu'on a donné envie à ceux qui l'ont pas regardé de le voir, parce qu'il vaut vraiment le coup et j'espère que ceux qui le connaissaient déjà ont pris un certain plaisir
à nous écouter en parler. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le film il a été évoqué il n'y a pas longtemps par Super Seven. Je crois qu'ils ont fait justement probablement en octobre sur des films d'Halloween. Et je crois que non, c'est pas Pauline qui l'avait évoqué. Mais j'ai sciemment décidé de ne pas écouter ce qu'ils en disaient pour pouvoir avoir cette discussion Je avec ne sais toi. plus du tout. Mais Peut-être me voilà. dire. Non. En tout cas, voilà, on n'est pas les premiers à en parler, naturellement. Non, non, non. C'est un Non, film culte. cette période de l'année, il revient quand même, les gens en parlent pas mal, ouais, effectivement. Mais bon, tous les deux, on était passés à côté et tous les deux, on l'a Ouais. découvert cette année. Donc c'est Ouais, avec mais il y a plaisir. pas mal de gens qui le découvrent là, c'est Ouais, génial. Il y a toute une effectivement. petite effervescence. Si d'autres peuvent le faire via cette vidéo, c'est avec grand plaisir. En tout cas, j'ai été très très contente de te recevoir sur la chaîne. Tu es actif sur Twitter, c'est tout? Oui, ouais, ouais. Oui, quand Ça même. suffit, hein. Ça suffit. Bientôt, tu seras active en publiant ton court-métrage, qu'on attend tous avec impatience, au moins moi. C'est Euh, gentil. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et Merci à toi de m'avoir accueilli. avec plaisir et à tout le monde, une bonne continuation, beaucoup de découvertes cinématographiques en ce mois de décembre et à bientôt pour une nouvelle vidéo.